Je range mon bureau numéro 130 et ça fait un peu plus d'un mois. Aujourd'hui, pour donc la 130e, c'est-à-dire un peu plus de 130 vidéos, ça doit faire 9 ans, je crois, que j'ai commencé ces vidéos. Et bien là, je suis en train de baratiner, mais c'est un peu là. Le seul moment où je vais baratiner, comme j'ai énormément de travail, que je suis en fait assez fatigué, j'ai décidé de ne pas parler des livres qui s'accumulent sur mon bureau et je peux vous assurer qu'il y en a un certain nombre. Ça, c'est juste une partie de la pile, alors vous imaginez, vous avez qu'à voir. Et donc, j'ai décidé de lire un extrait de chaque livre avant de le ranger et je n'en parle pas. Et donc, dans les choses que j'ai lues récemment, il y a Venise mille fleurs de Ryoko Sekiguchi. Évidemment, je ne vais pas retrouver le passage que je voulais lire. Ça commence bien. Alors, je ne parle pas de Ryoko Sekiguchi, mais j'en ai beaucoup parlé déjà. Il vous suffit de chercher dans la chaîne. Écrire sur une ville s'apparente à l'acte de traduire un livre. Quiconque traduit sait que la lecture et la traduction sont deux activités tout à fait distinctes. Si intense et profonde que soit la lecture, le territoire d'un texte qu'elle nous permet d'atteindre est entièrement différent de celui auquel on accède en traduisant. Dès lors que l'on commence à traduire la première page d'un livre, il nous révèle un nouveau visage, de la même manière que dès le moment où l'on se met à écrire sur un lieu, on tisse avec lui un tout autre lien. Or, de même qu'il est impossible de décrire ce que l'on ne peut percevoir qu'à travers la traduction, il est difficile d'expliquer exactement ce qui s'opère lorsqu'on décide d'écrire sur une ville, quelle qu'elle soit. Notre regard change si radicalement que l'on a presque l'impression de se retrouver ailleurs. Mais la comparaison s'arrête là. Au-delà, la traduction et l'écriture de la ville empruntent deux chemins séparés. Une œuvre traduite pourrait être comparée à un herbier, tandis que le texte original serait la vraie plante. L'on a beau être excellent traducteur, même si l'on est certain d'avoir saisi le cœur de l'œuvre, une traduction ne sera jamais tout à fait l'œuvre originale. Nous continuons à traduire pour préserver au moins une partie essentielle du texte d'origine, tout en sachant qu'il s'agit d'une quête impossible. Écrire sur une ville se rapprocherait davantage de la tentative de bouturer une plante dans un terreau constitué de mots. C'est bien autre chose que le simple acte de laisser des traces du lieu. Le désir de faire éclore de vraies fleurs entre les pages. Venise mille fleurs, page, je l'ai reperdu, c'est quand même exceptionnel. Page 69-70. Katrina Kalda, un roman estonien que j'ai repris récemment parce que j'ai fait une émission de radio avec Katrina Kalda. Je vous la conseille vivement, bien sûr. Et c'est son premier roman qui date de 2010 et je vous lis le dernier paragraphe. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le lire à l'antenne, j'aurais voulu, puis on a eu plein d'autres choses à discuter. Tallinn, compressés en temps et en espace, la compulsion d'achat, les take-away, les salons de beauté, les coiffures afro, les boîtes de nuit, le pullulement des restaurants, les souvenirs pas chers et l'ambre de la Baltique, les immeubles en verre des temps nouveaux, les immeubles à façade grise des temps anciens, les slogans taillés dans la pierre des usines, du bâtiment gris du comité central et du bâtiment rose du Parlement, les slogans des panneaux publicitaires à la cafetière géante peinte à l'arrière du cinéma, les cinémas anciens, les cinémas nouveaux, les gargouilles qui, sous les gouttières, se pourlèchent les babines en ronronnant comme des moteurs. Laissons donc l'apprenti couvreur s'éloigner, les yeux pleins de châteaux et de tours imaginaires, pas encore bâtis depuis toujours, et refermons le rideau. Les escaliers grincent dans les petites maisons de bois, les gratte-ciel grelottent dans la neige, les volets claquent, les grues pirouettent sur leurs jambes de fer. On accorde les aiguilles des réveils et des beffrois. Et c'est la dernière page, 196, d'un roman estonien de Katrina Kalda.
cette Malaisie-là de Patricia Wefagrange, qui m'a été dédicacée qui nous a été dédicacée à Claire et moi, par l'autrice avec un merveilleux origami papillon. Merci beaucoup, Patricia. Et alors, ce recueil qui date de 2019-2020, qui est même sorti juste au début ou juste avant le premier confinement, est sous-titré Carnet de déambulation en prose pantounée. Et c'est aux éditions GOP ou GOPé, je ne sais pas. Et comme j'ai dit que je n'expliquais pas, que je ne parlais pas des livres, je vais, comme promis, et comme aujourd'hui je vais m'y tenir, lire un extrait de ce livre. Faire une pause malacaise, ici, en Malaisie. Lorong Hang Jebat, maison orange, habitée par un orang-outan. Le cri pictural de Charles Cham mange, murs et t-shirts d'un vibrant yin-yang. En déambulant au fil de la rivière, j'ai pensé à Amsterdam, un peu, mais surtout à Bordeaux, cette ville qui me colle à la peau. La promenade sur les quais de la Garonne, rive gauche et rive droite, avec ses jardins, ses magasins d'usines et ses restaurants dans les vieux entrepôts, ses bateaux et leurs croisières sur le fleuve. L'animation n'est pas la même à Melaka, mais un même clapotis résonne entre Melaka et Garonne. Bordeaux, ville sur estuaire, Melaka, ville sur détroit. Des deux côtés un fleuve, une rivière qui se jette dans la mer. Si ma vie devait faire escale en Malaisie, je poserais mes valises là à Melaka. Ville fusion, poreuse aux influences qui l'ont visitée, qui la visitent et la visiteront. Cette ville me ressemble et je communie avec elle en regardant le soleil se coucher sur le détroit. Patricia Wefagrange, cette Malaisie-là, et Patricia Wefagrange, on aura l'occasion de reparler d'elle, de reparler avec elle, puisqu'on vient de co-traduire un livre qui va bientôt sortir. Je vous en ai déjà parlé, je ne vous fais plus l'article, mais je vais vous le refaire. Oh là, la pile est trop grosse, elle s'effondre. Trouver, tiens, c'est quoi dans une boîte à livres? C'est pas souvent que je trouve des trucs qui m'intéressent dans une boîte à livres. Un livre sur Claude Simon, un peu étrange, visiblement, un livre d'un certain Patrick Longuet. J'arrive même pas bien à comprendre ce que c'est censé être. Je l'ai parcouru rapidement. C'est une sorte de plaquette qui a été faite avec des extraits en fait de livres, sélection proposée elle-même par Claude Simon avec un dessin de couverture de Claude Simon. C'était, je sais pas, même, j'allais dire que c'était à l'occasion du prix Nobel, mais non, c'est novembre 1998, ministre des Affaires étrangères. C'est un truc qui a été fait par la promotion de la langue française ou de la francophonie, je pense, je sais pas. Bref. Je vais vous lire du Claude Simon, je ne vais pas vous lire du Patrick Longuet, bien que le texte soit intéressant. Extrait des Corps conducteurs, qui est un roman de Claude Simon que je n'ai pas lu. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Claude Simon, mais celui-là, je ne l'ai pas lu du tout. Le combiné d'ébonite est tiède et humide, non seulement dans la paume moite qui l'enserre, mais comme si la plaque percée de petits trous conservait encore la chaleur et les souffles de la négresse et du petit homme. Il introduit une pièce, compose le même numéro, entend la sonnerie, puis le déclic, puis la même voix lointaine de femme qui dit « Oui ». Il se tait, la femme dit de nouveau « Oui ». Il dit très vite « C'est moi, écoute, je… ». Puis encore une fois, il reste là, attendant, épiant la respiration plus rapide à l'autre bout du fil, le halètement ténu, incrédible, qui lui parvient à travers le dédale souterrain des câbles, des relais, des tunnels, par-dessous les millions de tonnes de pierres, de fer et de briques, entassant là-haut leurs centaines d'étages percés de milliers de fenêtres, leurs sommets invisibles disparaissant dans la brume blanchâtre de chaleur, puis la voix qui dit « ce doit être une erreur ». Pourtant, elle ne raccroche pas, et à un moment, ils se tiennent de nouveau là tous deux, respirant, s'écoutant respirer une rame express traversant la station, le bruit de catastrophes furieux démentiels envahissant la cabine, puis cessant couper net jusqu'à ce qu'elle dise « Je vous dis que c'est une erreur !» et raccroche. C'est à la page 117 des corps conducteurs. Et il y a dans ce texte, et je l'ai évidemment lu, je l'ai pas, c'est un texte littéraire, je n'allais pas couper dedans, il y a le N-word.
Et d'ailleurs, le N-word, on a été contraint de l'utiliser dans la traduction qu'on a faite, Patricia et moi, et dont je vous parlais à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Tiens, on va alterner le français et l'anglais. Livre qui m'a été récemment offert par ma mère, une biographie de Nina Simone avec What Happened, Miss Simone, qui est une citation, me semble-t-il, de Maya Angelou, voilà, qui est donnée en épigraphe. What happened, Miss Simone? Specifically, what happened to your big eyes that quickly veiled to hide the loneliness, to your voice that has so little tenderness yet flows with your commitment to the battle of life? What happened to you? C'est une citation de Maya Angelou de 1970. Petite entorse, décidément, je lance des principes pour ne pas m'y tenir à l'idée de ne pas parler des livres. Comme c'est une biographie, c'est un peu difficile de ne pas en parler. Ben, ça faisait longtemps que j'avais envie de lire de manière un peu plus approfondie sur Nina Simone, et le livre, il est à la fois extrêmement instructif, il m'a ouvert plein de pistes, il a recontextualisé certaines choses qui n'étaient pas tout à fait claires pour moi. Bon, pour Nina Simone, qui est une chanteuse que j'adore, hein, que je ne connais pas si bien que ça en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan, il y avait plusieurs albums, plusieurs périodes que je connaissais mal. Bref, donc de quoi ouvrir des perspectives, mais je me tais et je lis. Et je lis un extrait de la correspondance de Nina Simone. On va donner la parole non pas à Alan Light, l'auteur de la biographie, mais à Nina Simone elle-même. Darling Andy, I feel like you are a bottomless well that I can pour water into endlessly and it would never be all you needed or wanted. As I told you, you're the most pleasant thing to think of when I want to go to sleep or not think of anything disturbing. Then I imagine all sorts of places we haven't been and what we'll do when we get there besides that. We'd go dancing and dance and dance. Can you ballroom? We must sometimes. I don't do it very well and it's so beautiful to watch. You know something, as much as we both like to dance, we've only been to one. That's typical of me not to do the things I most enjoy, maybe when we are not so hungry. And don't have to go to bed the minute we see each other, then we'll go dancing or do something else, huh? Meanwhile, I enjoy you so much, and there's so much more there, that I'm actually in no rush to do anything but stay in bed with you, to hold you, to feel you so heavy beside me, to feel so terribly protected when I go to sleep beside you. I've never felt that way, particularly that way, with a man before. It's so hard for me to trust, you know, and you're so gentle. You're my gentle lion, my Saint Bernard, and sometimes my stud bull, and sometimes bully. Correspondance avec un homme avec qui la relation a été extrêmement complexe et qui était certainement, effectivement, quelqu'un de très toxique. Elle n'était pas très simple à vivre, mais lui non plus, de toute évidence. Et on l'a assez facilement exempté. Cette lettre se trouve reproduite aux pages 73-74 de cette biographie d'Alan Light, What Happened, Miss Simone, lue récemment et qui date de 2016. Lu cette semaine le tout dernier roman d'Éric Chevillard, qui est un écrivain dont, voilà, qu'on a beaucoup lu, dont on se lasse un petit peu. Bon, voilà. Bon, ça reste très drôle. Il alterne un récit principal et ce qui est probablement la fabrique du récit. Je ne suis pas sûr à 100% d'avoir compris le principe d'écriture du roman, mais j'ai dit que je ne lisais pas. Je ne parlais pas, pardon, je me contentais de lire. Ménageons-nous en effet, cela vaut mieux. J'en connais un qui a tout démonté par curiosité. Erreur grossière, car à présent, M. Ristretto manque d'initiative et de force pour remettre son cœur dans sa poitrine et son cerveau dans sa boîte crânienne. Tout ça va rester en plan dans sa chambre pendant des semaines. Et alors qu'il s'apprête à quitter son affût, non tout à fait pour s'en aller joncher les plages ou les monts gravir, par de sinueux sentiers comme au Clodomir, mais plutôt sur son lit gésir et sangloter, voici qu'il observe un mouvement au pied du sinistre donjon. Ça bouge. Philéon se baisse, accroupi derrière la voiture, un peu inquiet pourtant, si bien tapi soit-il, sa tête hérissée d'épines ne le sera jamais assez.
Le coup de peigne au saut du lit n'est pas la priorité première de Philéon, qui est de comme un dard filé rejoindre son poste de guet, et ce matin de dimanche, sa longue patience est enfin récompensée. La porte s'ouvre sur la mer de cuir percé de Godelive, son père nu, peut-être, sous sa cravate à trompe d'éléphant. Le pénible Gouvion, quant à lui, grièvement mordu par son peigne, et puis à son tour dans le jardin sort Godelive elle-même. Godelive Godelive Bleu marine et jaune soleil, et le reste du tableau tout flou, lissé, inachevé par le peintre. Jaune soleil d'Éric Chevillard, et ouais, tiens, d'ailleurs, une petite intertextualité avec Claude Simon dans ce Le reste tout flou, laissé inachevé par le peintre, une sorte de parodie peut-être un peu de Claude Simon. Page 83, ça vient de sortir. Un livre qui ne vient pas de sortir, mais que j'ai lu, en fait, non pas pour préparer l'émission de radio avec Éric Bourri, mais après l'avoir enregistré, à la mesure de l'univers de Jon Kalman Stephenson, dont le tout nouveau livre est d'ailleurs sur ma pile à lire, mais je ne vous en parle pas encore, je n'y ai pas touché. Et donc ce livre de Jon Kalman Stephenson, lui, il remonte à 2015-2017 pour la traduction française, et c'est en folio, et je vais vous en lire un extrait. Il ne lui faut pas longtemps pour se retrouver devant l'appartement 109. À l'intérieur, il y a son père et le passé. Il lève la main droite, ferme le poing pour frapper à la porte de cette autre fois, et entend tout à coup la musique qui inonde l'intérieur et traverse le bois qui le sépare de son père. Harry reconnaît immédiatement le titre, c'est Mégas, qui chante l'ancienne station à gaz à côté de Hlémour. Je dois 1 million à la banque et je vis dans le quartier des Vaugars, avec un serveur qui m'apporte des mets surés dans des caissettes en bois. La main d'Harry retombe, il ferme un instant les yeux, il ne voit que trop bien la scène. La rue Kirkjuteigur, la petite maison individuelle, lui seul dans sa chambre, la belle-mère à la cuisine ou dans la buanderie, en quête d'une chose à laquelle s'occuper. Jacob, au salon, assis dans le fauteuil tournant rouge, il vient de mettre Mégas sur le tourne-disque et tous savent à quoi s'attendre. La bouteille de vodka est cachée derrière les rideaux du salon ou au fond de sa grande poche. Jacob a un verre de jus de fruits ou de coca devant lui, et dès qu'il est certain que ni son fils ni la belle-mère ne le voient, il se lève, attrape la bouteille et verse une rasade d'alcool. Lui et Mégas. Harry est dans sa chambre, la belle-mère est à la fois quelque part et nulle part, et tous deux feignent de ne rien voir. Ils espèrent qu'il s'endormira simplement dans son fauteuil, qu'il sortira retrouver quelqu'un, ce qu'il faisait souvent, même si Harry s'était vu à 2 reprises forcé de plaquer son père au sol parce qu'il avait frappé sa belle-mère, qu'il lui avait arraché les cheveux, qu'il avait hurlé qu'elle était affreuse, qu'elle était la pire des choses qui lui soit arrivée, qu'elle avait détruit sa vie. Jacob, Mégas, la bouteille de vodka, une trinité inséparable. Cela explique évidemment pourquoi Harry n'a que si tardivement écouté cet étrange continent musical que constitue Mégas. Il est debout devant la porte de l'appartement 109. Derrière, il y a ces choses qu'il doit affronter, ce silence qu'il doit rompre. Mégas continue de chanter comme si de rien n'était, la voix rauque, le ton cynique, jamais à court de mots. Il chante comme s'il était parvenu à une conclusion essentielle concernant l'existence et semble plutôt déçu. Harry jure en silence. Il frappe à la porte. C'est un commencement. Et ça, c'est la fin d'une partie, de la 4e partie, je crois, à la mesure de l'univers de Jon Kalman Stephenson, page 161-162, en folio sur 464 pages. Les romans de Jon Kalman Stephenson sont généralement longs, on va dire ça comme ça. Longs, mais pas longués. Très chouette. À la mesure de l'univers. On continue à lire un livre que je n'ai pas réussi à finir. Voilà, j'aime beaucoup sa poésie, Julia Lepère, j'aime beaucoup sa poésie, mais je ne suis pas rentré dans le roman. C'est sans doute moi qui n'étais pas en état ou pas ou ce n'est pas voilà, c'est pas ma came, je ne sais pas comment le dire. Peu importe. Nous avons tout de suite vu les hommes. Au nombre d'une dizaine à peu près, habillés en noir et armés, ils se tenaient près des remparts dressés à l'extrémité nord de la ville.
Des soldats en ligne au garde à vous, leurs fusils sous le bras, la milice des justiciers. Jusqu'ici, il n'y avait rien à penser. Il était évident que le coup de feu venait de là, mais qui ou quoi avait-il visé, nous ne pouvions le savoir. C'est alors que je vis que deux d'entre eux portaient quelque chose dans un sac. Ployant sous leur charge, ils prirent le chemin en terre battue du cimetière. Molly et moi n'avons pratiquement prononcé aucune parole. Nous avons simplement pris la décision d'attendre la nuit pour ne courir aucun risque. Toutes ces heures, j'ai revisionné certaines séquences filmées il y a longtemps. Des silences, des soleils fixes, des passants à la démarche indolente, des gestes inachevés. Rien de plus, rien ne fait sens, je me le suis redit. Certaines choses sont belles à regarder et c'est tout. Je me détournai alors de la caméra et m'employai à gratter la roche du château, puis à graver avec mon couteau des mots commençant tous par la lettre P. Pierre, poutre, pli, pouce, plaisir, poulie, perte, pavé, pas, poids, position papillon, etc., jusqu'à atteindre une liste assez longue, mais quand le nom de Peter s'immisça dans mon jeu puéril, je lâchai mon couteau comme s'il m'avait brûlé. Il me regardait, ce nom maudit, inscrit malgré moi, machinalement, sur la pierre ancestrale. Tant pis, il y resterait jusqu'à ce que tout s'écroule. Julia Lepère, La mère et son double, page 74-75, et ça aussi, c'est une sortie récente. C'est aux éditions du Sous-sol. Autre sortie récente, je ne sais plus si c'est... C'est peut-être fin... Non, c'est 2026 aussi, janvier 2026. Plaque de Charlène Dinut, qui est une fiction qui imagine un monde souterrain dans lequel vivent des femmes et qui entretiennent des relations étranges, décalées avec le monde surterrain. Et c'est très bien, voilà, j'ai dit que je ne parlais pas des livres, c'est parfois pour contextualiser quand même. Charlène Dinut, Plaque, c'est aux éditions Quartet et ça vient de sortir. Page 43. Caille et Lampe ont pris la longue promenade vers la salle du bassin. Aujourd'hui, pour certaines, est jour de toilette. Il fait bon. Lampe voit son nez luire sous l'effet de la moiteur de l'air. Elle se retourne, Satie traîne loin derrière. Satie court en titubant, titube courbé. Ses yeux sont comme des phares et se posent partout sauf devant elle. Attention, Satie! Au bassin, Satie allonge ses grandes jambes par saccades et les mouille vaguement. Caille a déjà plongé tout entière sans un son, malgré le froid, et fait un sourire. Elle aime et gesticule, son regard dit qu'elle pisse dans l'eau. La voûte est immense au-dessus d'elle. Chaque brin de mousse projette une ombre dentelée. Paresseuse, Lampe regarde les reflets sur l'eau et les alligators au loin. Elle s'allonge sur le ciment de tout son long, étend les bras, se récite la leçon d'hier, puis elle pense les choses en secret. Lampe suit une conviction tue, comme un coup de fouet sous la cuisse. Si en haut les gens savaient ce que nous faisons ici, ils couperaient la jambe gauche de belle-sœur, croit-elle. Si ici une femme entendait ce que je me dis dans ma tête, elle tousserait 3 fois. Maintenant, pense-t-elle. Elle écoute effrayée. Le maintenant de Lampe dure 3 lentes inspirations. Le temps qu'elle compte, elle plaque sa langue contre son palais. Caille sort de l'eau, là-bas, loin de Lampe. Elle s'allonge. Lampe sait. Caille aime ce moment, sentir le silence et l'humidité de cette salle. Lampe la voit, elle est là-bas, sur le ciment, allongée, cambrée, donnée à l'air humide. À un moment, la peau de sa poitrine a vif, grâce au froid récent de l'eau, l'air l'aspire. Elle, Caille, le lui a confié une fois, l'air aspire. Son corps reste au ciment, mais il monte aussi. Elle flotte, cambrée, donnée à l'air. Caille le lui a confié. Elle pénètre dans une fente dans l'air. Ses membres y sont immenses, lourds. L'air frais s'attarde sur sa peau. Ses caresses sont épaisses. Puis il glisse en elle. Elle reviendra calme de ce moment, épaisse. C'est un très beau roman, très
déroutant un peu. Et voilà, est très bien écrit. Enfin, voilà, j'espère, voilà, vous entendez, c'est l'avantage peut-être de faire uniquement la lecture, vous entendez au moins l'écriture. Plaque de Charlène Dinut, et c'est aux éditions Quartet. C'était page 43-44. Un texte que je n'avais pas lu quand il était sorti en traduction en 2021, bah oui, dis donc. Isabella Figueiredo, carnet de mémoire coloniale. Isabella Figueiredo, c'est une écrivaine lusophone, blanche, mozambicaine, qui ici raconte de manière, alors certainement fragmentée, en partie autofictionnelle, mais je pense très très peu fictionnelle en fait, son enfance au Mozambique et à l'époque de la fin du colonialisme portugais. Et elle finit par rentrer, être renvoyée par ses parents dans la métropole, au Portugal, à Lisbonne, ville qu'elle ne connaît pas du tout. Elle n'est jamais allée au Portugal. Sa patrie, c'est le Mozambique. Et voilà, j'avais dit que je ne parlais pas des livres, mais c'est un peu pour contextualiser. Et c'est un livre qui est extrêmement fort. Hein. Il y a une postface de Leonora Miano qui est très éclairante aussi sur la construction de la blanchité, c'est-à-dire comment est-ce que ce livre il permet de comprendre ce que la racisation fait aux suprémacistes ou aux personnes qui appartiennent à la catégorie de pseudo-supérieurs. Et c'est un texte, j'ai coché des dizaines et des dizaines d'extraits, donc voilà, donc on va voir ce qui sort on va voir ce qui sort du chapeau en quelque sorte. Il faudrait lire le tout début, qui est vraiment, qui rentre un peu dans la figure quand même. Allez, je vais lire page 117. Et ça s'appelle Carnet de mémoire coloniale et c'est traduit par Myriam Benaroche et Nathalie Meyroun. N'oublions pas les traductrices. Il disait que j'étais une femme maintenant. Au milieu, entre les deux, dans la Bedford. La voiture roulait à vive allure. Nous étions en retard. Nous ne parlions plus. Je traversais les lieux familiers et je savais que c'était la dernière fois. Je regardais avec indifférence les arbres immenses, colorés, les ombres, la lumière d'ammoniac de l'après-midi, les coins de rues sales, le canisso grisâtre de part et d'autre de la route menant à l'aéroport. Cela ne valait pas la peine d'essayer de fixer une image. Tout s'effacerait vite. Je ne reviendrai plus dans ce pays qui, bien qu'étant le mien, ne m'appartenait pas. Mon pays ne devint jamais, après tous ces événements, un morceau de terre précis, une parcelle dont on aurait pu dire j'appartiens à ce lieu. Ou bien, vous voyez cette fenêtre au 4e étage, c'était là. Là où il y a maintenant cet immeuble, ma mère. Mon pays allait devenir une histoire, une langue, un corps enseveli dans l'espoir, une idée pétrie d'un mélange de culture et de mémoire, une non-appartenance à rien ni à personne pour longtemps, et qui en même temps pouvait être tout et à tous, si l'on voulait de moi, si je méritais d'être aimé. Quel était le prix de l'amour? Mon corps, lentement, mon pays, je m'étais matérialisé en lui tous les jours au crépuscule, je rentrais dans mon pays et j'en ressortais chaque matin. Un peu plus loin, ça c'était page 117, un peu plus loin, page 145. Je ne me souviens pas d'avoir survolé Lourenço Marques. Je n'aperçus pas pour la dernière fois la baie de Lourenço Marques. Faux! J'en vis bien sûr quelque chose. La forêt étendue sous nos pieds, tandis que l'avion s'élevait. La forêt étouffante. Rien d'autre. Après le départ, en toute fin d'après-midi, Lourenço Marques resta derrière le coucher du soleil, très douce, très mûre, mais déjà lointaine dès le décollage. C'était la terre où jamais je ne reviendrais, je le savais. Je devais maintenant me préparer à être une femme, à commencer une vie nouvelle, à faire tout comme il le fallait. Je savais que ce serait difficile, que pèserait sur moi une grande solitude invisible. Je ne savais pas comment c'était arrivé ni pourquoi. J'aurais aimé lire un passage sur le père, ça c'était page 145, parce qu'il y a un rapport au père qui est quand même assez étrange. Ah, tiens, page 195. Mon corps fut une guerre, il était une guerre. Il a payé toutes les guerres. Mon corps luttait contre lui-même, corps à corps, mais celui de mon père était imposant, pacifique. Le corps de mon père lui appartenait et il valait le coup. Son corps était celui de l'autre,
qui était en moi mais sans guerre. Rond, doux, griffé, le corps de mon père s'offrait au rire, aux chatouilles, à mon corps. Mon père avait les pieds rosés, d'une peau très blanche et fendillée qui se desquamait. Il disait que c'était dû au filaire et que je ne devais pas lui enlever les peaux mortes. Ma mère ne me laissait pas marcher pieds nus à cause de ces vers qui grattaient beaucoup, car il faudrait alors brûler la peau avec de la glace jusqu'à l'os. Mon père avait sous les pieds des couches de peau comme une pâte feuilletée que j'aurais voulu enlever et manger. La chair de mon père était sucrée, la peau de mon père était tiède et dorée. Ses pieds étaient bien faits, potelés, ses orteils impeccablement dessinés, comme ceux d'une sculpture de la Renaissance, et ses ongles arrondis, transparents, brillants. À l'heure de la sieste du dimanche, quand il se couchait et que moi je ne savais que faire à part jouer avec Piloto, que la cousine de la tante Gusta irait empoisonner dans un village de l'Estrémadour des années plus tard, et avec les chats qui restèrent à Lourenço Marques, je veux dire à Maputo, et qui, courant après les chattes, furent attrapés, tués et mangés comme des lapins par la négraille affamée, avait dit ma mère, la négraille regretterait un jour ce qu'elle avait fait aux Blancs. Ces après-midi-là, je passais mon temps à jouer avec les pieds de mon père, allongés en travers du lit. Et quand je disais qu'il faudrait lire le tout début, je ne vais pas le lire, mais le début est voilà, un texte extrêmement fort parce qu'en fait, il utilise de manière extrêmement radicale tout le vocabulaire raciste de la famille de la narratrice. Et donc, voilà, ça participe de ce que Leonora Miano décrypte dans sa postface comme ce que la racisation fait aux Blancs, en fait. Comment elle crée une forme de blanchité. Tiens, j'avais pas enlevé une des alarmes de mon téléphone. Vous l'avez peut-être entendu. Qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone? Donc ça, c'était donc 3 extraits de quoi? Que je le montre, de Isabella Figueiredo, carnet de mémoire coloniale, traduit par Myriam Benaroche et Nathalie Meyroun, et c'est évidemment aux excellentes éditions Chandaigne. Un texte, alors c'est plus, ouais, ça m'a été offert à Noël par ma mère. C'est non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Oui, par ma mère. C'est alors un livre, voilà, qui se présente comme ça. C'est une collection Pop Art Gallimard. C'est Okusai, c'est la vague de Okusai. Qu'on ne présente pas, je suppose. Et c'est un texte d'Aurélie Samuel. Et c'est un livre, voilà, qu'on est censé plier et qui dessine à l'arrivée la vague. Je ne sais pas si on ne le voit pas, non, on ne voit pas. On voit pas. Peu importe. Avec des citations de Hokusai lui-même, de personnes qui ont parlé de Hokusai. Ça, c'est sur la partie gauche. Et puis sur la partie droite, il y a un petit texte d'une trentaine de pages qui était très intéressant d'ailleurs. Et tiens, je vais faire une exception, je ne vais pas lire d'extrait de ce livre-là, comme ça me permettra de raccourcir un peu la vidéo, mais voilà, c'était bien, et c'était une manière de retraverser un peu Hokusai, et l'univers de la création de la manga, et de tout le moment de la profusion, hein, de la création d'estampes et de gravures au Japon. Aurélie Samuel Hokusai. Ah, on en vient à, tiens, là, quelqu'un avec qui j'ai passé pas mal de temps, hein, enfin plus ou moins, hein, évidemment c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, l'écrivaine en question de Jamaica Kincaid, qui est toujours vivante, hein, qui n'est pas si vieille que ça d'ailleurs. J'ai passé du temps avec ses livres récemment parce que j'ai rattrapé en quelque sorte un certain nombre de lectures que je n'avais pas faites, et notamment My Brother et Mr. Potter. Et les deux sont très très Jamaica Kincaidien, et c'est très très beau. Je vais lire un extrait de chaque. Allez, toujours un peu au hasard des pages que j'ai cornées. On commence par Mr. Potter, qui est un livre dans lequel elle fictionnalise le père absent. Tout le livre part en fait du vrai père, de vrais faits au sujet du vrai père biologique de celle qui ne s'appelle pas Jamaica Kincaid, mais Elaine Potter. And when Nathaniel became a fisherman, that is to say,
A man who went out to sea in the deep dark of late night and the thinning dark of early morning to catch fish, he no longer thought of his father or anyone who came before him. His life was his own, and it appeared to him his life as itself, not like another life. It came to him without a reference to anything, and he was only himself, and he was made up of nothing else. And if someone came upon him then, he could not give an account of himself, not even one that began with "I was born," for he no longer had an interest in when he came into the world, but he was born in the way that all people are born, and he was conceived in the way all people are conceived. No one enters the world in the exact same situation. O memory so fresh, so not. O memory so reliable, so not. His skin protecting him from the elements outside, protecting him from the emotions inside. The future unimaginable, the past so impossible. The skin had not yet separated from Nathaniel Potter's flesh and bones. He was still young. J'adorerais lire plein d'autres extraits de ce livre qui est un des plus beaux, je trouve, finalement de Jamaica Kincaid. Mais j'ai pas le temps, en fait, ça va être trop long. Mr. Potter, et puis un extrait de My Brother, dans lequel elle raconte, là encore, d'une manière peut-être un peu auto-fictionnelle, mais pas tant que ça, de par ce qu'on sait, pas de par les documents extratextuels et contextuels. Elle raconte là les derniers mois de son plus jeune frère qui est mort du sida à Antigua, parce que Jamaica Kincaid, c'est une écrivaine, l'écrivaine la plus connue, je pense, de la toute petite île, mais c'est un état d'Antigua, dans la Caraïbe. Et My brother died. I had expected him to. Sometimes it seemed as if it would be a good thing if he were just to die. And then he did die. When he was still alive, I used to try to imagine what it would be like when he was no longer alive, what the world would seem like the moment I knew he was no longer alive. But when that moment came, the moment I knew he was no longer alive, I didn't know what to think. I didn't know what to feel. He had been dead for a long time. I saw him 2 months before he was actually dead. He was lying in his bed. His head was big, bigger than it used to be before he got sick, but that was because his body had become so small. The bed in which he lay dying I had bought for him. It was a small bed, a bed for a child. The sheets on the bed I had bought at Ames, a store in the small town in which I now live, a place he would never see. He would never see me in the place I now live, but I could see him in the place in which he was then living. He lived in death. Perhaps everyone is living in death. I actually do believe that, but usually it can't be seen. In its case, it was a death I could see. He was alive, he could speak, he still breathed in and out, he still sometimes would demand a particular kind of food and then decide that he liked it or did not like it. But he wasn't alive in a way that I had ever seen anyone before. He was lying in his bed with the thin sheets on top of him, his eyes open, wide open, as if they had been forced to be that way, his mouth open, as if it had been forced to be that way. He was lying in his bed, and yet he was somewhere else. When I saw him that time, the last time before he died, and he was lying in bed, his hands were invisible. They were beneath the sheets. The sheets were not moving up and down. His eyes were open and his mouth was open and his hands were not visible. And that was exactly the way he looked when the undertaker unzipped the plastic bag in which he lay when I went to see him at the undertaker's. When I saw him, though, lying in bed, 2 months before I saw him at the undertaker's, he was in his mother's house. She's my mother too, but I wasn't talking to her then.
And when I'm not talking to her, she is someone else's mother, not mine. I could see him through the louvered windows while I was standing on the gallery. It was at the end of one of those days, like so many I used to know when I was a child, that I wanted to run away from. In the east, the darkness was already falling down from the sky. In the west, the sun, having exhausted itself from shining with such relentlessness, was hurrying to drop below the horizon. Not a bird sings then. Chickens fly into trees to roost for the night. The trees become still. No one quarrels. People's voices are muted. It is not the usual time of day to be born or to die. It is the usual time of day to prepare to be born or to prepare to die. That was the time of day when I first saw him, 2 months before he died. He did not die in the middle of that night. Jamaica Kincaid, My Brother, et c'est au page 64-66 dans la réédition en picador, réédition qui date de je sais pas quand. Ouais, ben je l'ai pas. Si, ben de 2024 en fait. Et le texte, lui, est de 1997. Donc j'ai continué à faire des lectures de Kincaid récemment, pas mal même. Difficile d'enchaîner après ça. C'est dur, c'est très dur. C'est des textes très très forts et très très durs. Récemment, il y a eu quoi? Il y a eu le numéro de la revue Europe consacré à Samuel Beckett. Alors c'est vrai que ça m'arrive d'acheter la revue Europe, alors que je pourrais tout simplement l'emprunter à la fac, mais de temps en temps ça me prend comme ça. Et j'ai notamment, j'ai lu un peu tous les articles consacrés à Beckett, hein, qui est un monument pour moi. Comme d'autres, tiens, je ne l'ai pas dit en ouverture de cette vidéo, mais il y a un monument, un de mes monuments, mais c'est pas un de mes monuments à moi, c'est un monument de la littérature contemporaine, qui est mort la semaine dernière, il y a 5 jours, Antonio Lobo Antunes, dont j'ai souvent parlé d'ailleurs dans ces vidéos. Voilà, donc voilà. Et donc voilà, donc il y a eu un numéro, il y a dû avoir à un moment donné un numéro de la revue Europe sur Lobo Antunes, je sais pas. Et donc là, j'aimerais, vous lire un extrait d'un entretien avec Barbara Bray, qui était une critique et traductrice importante, qui était une intime aussi de Beckett. J'ai toujours compris et tout de suite tout ce qu'il écrivait, et je ne me rappelle pas lui avoir jamais demandé ce qu'il voulait dire à quelque moment que ce soit. Je ne veux pas dire dans l'ensemble, je parle des textes quand il les écrivait, je comprenais les mots tout de suite. Les mots ne se confondent pas avec le contexte d'ensemble de l'œuvre, que je comprenais aussi, je pense, mais pour ce qui est des mots, j'étais suffisamment proche pour saisir ce qu'il voulait dire quand il écrivait quelque chose, et je le voyais presque toujours dès qu'il l'avait écrit. Non, je ne me rappelle pas lui avoir jamais demandé de m'expliquer ce qu'il voulait dire. Bien sûr, je n'ai aucune imagination créatrice et je n'arrivais pas toujours à saisir où il voulait en venir. Mais vous savez, c'est si puissant, si direct, que si vous êtes ouvert à cette écriture, il ne faut pas longtemps, avec un peu d'intelligence et d'expérience, pour comprendre et en parler comme l'auteur en parle. Il y avait entre nous une compréhension mutuelle, naturelle et organique. Nous n'avions pas besoin de nous expliquer ce que nous voulions dire. Voilà ce que disait Barbara Bray en 2000, je ne sais pas quand, sur la fin de sa vie, entre 2003 et 2009, peu avant de mourir, parce que Barbara Bray est morte en 2010. Et ça se trouve dans le numéro de la revue Europe consacré à Beckett, qui date de novembre-décembre 2025. Tiens, les 2 petits livres de Jacques Ponzio sur Monk. Il continue son exploration de l'univers de Thelonious Monk. Jacques Ponzio, grand pianiste et compositeur de jazz, j'ai plusieurs disques de lui, le projet Africa Express notamment. Et donc là, il a publié 2 livres. Alors il y en a un qui vient de sortir et l'autre que je n'avais pas acheté et que j'ai récupéré,
que j'ai acheté à cette occasion-là, l'abécédaire Monk, celui-là il date de 2023, et le Monk Lacey qui date de 2025. Monk le Leg Lacey, d'ailleurs, je dis Monk Lacey, ah voilà, je le mets en gros plan, vous voyez, Monk le Leg Lacey. Et puisque j'ai dit que je lisais des extraits, je vais lire des extraits. Et dans l'abécédaire, j'ouvre presque au milieu, c'est peut-être même le milieu. Future of Jazz, c'est Monk et traduit par Ponzio. Je vous donne les deux. Future of Jazz. I don't know where jazz is going. Maybe it's going to hell. You can't make anything go anywhere. It just happens. Avenir du jazz. Je ne sais pas où va le jazz. Aussi bien il va au diable. On ne peut pas forcer n'importe quoi, aller n'importe où. Ça arrive, c'est tout. Games. I can shoot pool and I can play ping pong. I'm pretty good at those games. Je joue au billard et au ping pong. Je suis assez bon à ces jeux-là. C'est dommage de ne pas pouvoir garder shot, pool, parce que Jacques Ponzio, il fait ce que j'aurais fait aussi, hein, c'est-à-dire qu'il traduit avec jouer. On joue au billard, on joue au ping pong. Mais Monk qui dit shot. I can shot pool. Donc c'est vraiment le geste de tirer, hein, c'est vraiment, il utilise, enfin c'est pas lui seulement qui dit ça, on peut en américain dire que on joue au billard en shot. Et donc c'est comme si on se servait de la canne, c'est ça comme on dit là, oui, la canne de billard. Bon, moi j'y connais rien en revanche, comme d'une arme en fait. Hein. Et donc en fait en appuyant sur les boules, c'est comme si on tirait en fait. Hein. Voilà, I can shoot pool and I can play ping pong. Mais on ne peut pas faire grand chose en fait. Bon, ben moi je peux jouer, je peux jouer au ping pong, pas très bien. En fait, je sais pas comment jouer Monk, mais moi pas très bien, mais je sais jouer au ping pong. Je fais un peu de ping pong. Mais alors le billard, laisse tomber. Tiré de l'ABC Monk de Jacques Ponzio aux éditions Lenka Lente, je sais pas. Et donc plus récemment paru, le Leg Lacey. En plus, moi j'aime énormément Steve Lacey. Donc voilà, il y a beaucoup de reproductions, de pochettes, de photos, il y a des textes. Et il y a plusieurs textes qui ne sont pas de Ponzio lui-même. Il y a le Je me souviens de Steve Lacey de Dominique Kravik. Et donc voilà, c'est très bien. Est-ce que j'ai un extrait à lire? Allez. Au Connie Mack Stadium de Philadelphie, le 27 août 1960, il y a CBS. Le fameux Columbia Broadcasting System va diffuser un enregistrement partiel, incomplet, coupé, caviardé, certes, mais existant, de cet éphémère groupe. Les fabricants de disques pirates étant ce qu'ils sont, les collectionneurs étant ce que nous savons, ces extraits musicaux entrecoupés de présentations plus ou moins pertinentes ont enfin fait surface au fil des années. Plusieurs éditions ont vu le jour, dont aucune ne saurait être moins pirate que les autres. Elles proviennent de tous les pays jusqu'à l'Australie. C'est ça qui est plutôt commode avec les pirates, c'est qu'on ne leur doit rien. On entend sur scène les noms de Steve Lacey, Charlie Rouse, Thelonious Monk, John Horay et Roy Haynes, présentés par Mitch Miller, un MC plutôt perché. Il se lance ensuite dans un evidence de 6 minutes et 1 seconde où Rouse se révèle stupéfiant. Et je le dis, je n'ai pas du tout les compétences de Jacques Ponzio, mais Charlie Rouse, le saxophoniste principal de la plupart des formations quatuors de Monk, c'est vraiment un des noms les plus invisibilisés, les plus marginalisés, les plus sous-estimés de l'histoire du jazz du XXe siècle. Rouse se révèle stupéfiant. Derrière lui, le soprano de Lacey se montre fluet, un peu aigrelé pour tout dire. Il fait pâle figure, d'autant qu'il n'est pas aidé par une prise de son calamiteuse. Sur ce titre, il est clairement éclipsé par Rouse. Mis à part ces considérations, il faut recommander la fin du chorus de Monk et la reprise du thème du grand art. Puis après une annonce publicitaire, c'est Straight No Chaser, 7 minutes 50. On sent bien que Lacey prend confiance après un long solo de Rouse, Monk époustouflant. Enfin, c'est Rhythming, 4 minutes 27. Horreur, il est chanté à la fin du chorus de Rouse au moment où Lacey prend la parole. Cette parole qui lui est coupée par la voix de Louis Armstrong, suivie de l'inénarrable Miller. Dans les interstices de son bavardage publicitaire, se glissent quelques phrases de soprano, trop peu pour qu'on puisse porter une appréciation, mais assez pour pouvoir affirmer qu'il est là. La durée totale de ce programme fait 19 minutes, ce qui est dans les standards des radios mainstream de l'époque, moins de 20 minutes. Monk le Leg Lacey de Jacques Ponzio.
J'ai beaucoup de choses, tiens. Le numéro 3 de la revue Vif, publié aux éditions 30 Oiseaux. Et c'est un numéro sur le pseudonyme, spécial pseudonyme. Tous les auteurs et toutes les autrices de ce volume ont écrit sous pseudonyme. Et je vais vous lire un extrait. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? On ne sait pas. De Clam Karanégou. C'est un pseudonyme. Hein. Je pense que personne ne s'appelle Clam Karanégou. C'est à la page 103 de ce numéro qui vient de sortir. Paul Crate. Ah oui, il faut que je vous montre quand même, parce que sinon vous allez croire que c'est moi qui parle bizarrement. Donc le titre est en anglais, le reste est en français. Paul Crate of the Archist as an old KK. Il n'est pas question du Ku Klux Klan, visiblement. C'est la première fois que j'écris et même que je prends la parole en mon nom propre. Depuis qu'un jeune démiurge, avait-il 7 ans ou pas même, m'a forgé de toutes pièces à seule fin de m'insulter, mon nom n'a guère servi que de formule marrante pour dire n'importe quoi. What the fuck, nawak, ni fait ni affaire, Clam Karanégou. J'écris ça en minuscule et en italique car ce n'est pas mon nom. Cette injure n'est pas mon nom. C'est bizarre, c'est pas du tout en italique. Bon, c'est pas grave. Cette injure n'est pas mon nom. Ça me fout hors de moi, hein. Un Adam Furibard pensait à moi en ces termes. On m'a même créé une boîte mail seulement pour des dépôts. Ces gens, il faut croire, n'ont jamais entendu parler des clouds. Les clouds qui passent. Là-bas. Là-bas. D'ailleurs, je n'ai reçu aucun mail depuis le 23 novembre 2020. Le père du démiurge s'était servi de mon compte pour stocker un poème de René Maran, un sonnet que j'ai eu le temps d'apprendre par cœur et même de traduire en un certain nombre de langues, toutes celles que je connais, beaucoup, à l'exception des 4 que maîtrise le père du démiurge. Je ne veux rien avoir à faire avec ce sale type. La tristesse automnale émeut les paysages. M'envoyer un truc pareil, à moi, l'ostracisé, un 23 novembre, en plein confinement. Vous me direz, les confinements m'ont amusé. Pour une fois, ces vilains kékés voyaient ce que c'est d'être un no-life en mode nawak. Eux aussi, et surtout le deuxième, celui de l'automne, qui a battu des records d'absurdité. Et donc, depuis le 23 novembre 2020, je me morfonds à remâcher un sonnet de René Maran. As eus, Tsomoruchaga, Felkavarja Atajat. C'est le vers 5, l'alexandrin de tout à l'heure, en hongrois. Le père du démiurge ne parle pas hongrois, alors je l'injurie souvent en hongrois, Sekfej, Fasfeju, ou en romani, Tukoro, ou en baoulé, Afinfin, que des langues dont il ne parle pas un mot. Et moi, oui. Rien d'autre à foutre quand on n'a pas du tout existé pendant 11 ans que d'apprendre les langues les plus velues du monde. Une langue velue. Oui, si je veux, j'écris ça. Eutemun awalaben bossignal likambenun. À force de traduire ce sonnet dans la trentaine de langues que je connais, plus rien ne m'émeut, je suis comme un paysage cramé. Que vont charmant nawak et what the fuck. Pourtant, je me suis appliqué, dans la traduction en baoulé même, j'ai assuré les rimes. Keokoyo nan aomuanin bajun. C'est le vers 8, qui rime avec le vers 5. C'est tellement plus beau en baoulé, je vous laisse dénicher le sonnet de Maran par vous-même. Donc plus jamais ému, je vous le dis haut et fort avec mon pharynx velu. Ce texte n'est qu'un début, le premier, mon acte de naissance après 11 ans d'évanescence. Qualité volaille. C'était donc le 1 des 30, je crois, je ne sais pas combien, 30 textes de ce numéro spécial pseudo de la revue Vif. Et c'est donc d'un poète qui s'appelle, d'un écrivain qui s'appelle, qui se pseudonymise Clam Karanégou. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous lire après ça? On va aller jusqu'à l'heure. Allez, on va aller jusqu'à là. J'ai pas tout lu, j'ai des bouquins partout, hein, mais bon. C'est pas grave. 1 heure, ça va. J'espère déjà que vous aurez sectionné ou sélectionné, comment on dit. Chapitré, voilà, chapitré. Moi, je chapitre et vous, ensuite, si vous voulez, vous zappez. Alors, un livre qui vient de sortir, Camille Ruiz, dont j'avais beaucoup aimé Mon Animal, qui était plus de l'ordre du recueil poétique, hein, du texte poétique, du livre de poèmes. Ici, c'est plus un essai, récit, hein, mais ça tend franchement plus vers l'essai. Et ça s'appelle Un chien arrive, ça vient de sortir aux éditions Corti.
Et effectivement, elle essaie de raconter ce que l'arrivée d'un chien en particulier, d'un chien qui s'appelle Ziggy, un très gros chien, a fait dans sa vie, ce que cette irruption, cette arrivée, elle dit pas irruption, elle dit arrivée, un chien arrive, a fait dans sa vie. Et je n'ai pas marqué de page, donc mais j'en ai publié une sur les réseaux sociaux il y a 2 jours. Ça serait pas mal que je la retrouve celle-là. Bon, ça ne sera pas la même. C'est sûrement parce que je doute moi-même de ma propre existence, de ma réalité, que mes séparations d'avec Ziggy sont vécues comme des discontinuités. J'ai de lui des photos, des poils qui s'accrochent aux vêtements, des amulettes, des petites statuettes de chiens que j'emmène partout. Si je les oublie, quelque chose de grave arrivera. Pourtant, je sais bien que Ziggy continue. Le fait de parler tout le temps de lui tisse un réseau d'affection dans lequel mes proches sont comme pris au piège. Mais c'est moi qui m'effrite et qui me désintègre. Sans langage commun, comment puis-je survivre en Ziggy quand je m'absente? Et même si j'étais parvenu à lui dire, est-on jamais certain que l'autre revient? Je ne peux pas savoir ce que ressent mon chien dans sa pension pour chien. Je peux deviner qu'il attend, mais je peux aussi deviner qu'il n'attend pas. J'ai lu un article, je ne sais plus où, qui disait que contrairement au lieu commun, les chiens possèdent bien une certaine notion du temps. Ils sentent les fluctuations dans l'air, les modulations du jour et des saisons. Je ne saurais dire ce que j'espère le plus, qu'ils sentent ou qu'ils ne sentent pas. Et sur cet extrait de Camille Ruiz, Un chien arrive, José Corti, page 112, on va mettre fin à cette vidéo de presque 1 heure. Bonne fin de semaine.